Bonjour, les décideurs de la gestion, je vais dire spécial vendredi 13, puisque nous avons dérogé au rendez-vous du jeudi en raison d'une semaine de 2 semaines écourtées, une semaine de 4 jours la semaine sainte avant Pâques, et une semaine de 4 jours cette semaine de Pâques, une semaine de 4 jours marquée par 2 jours de hausse et 2 jours de baisse, comme ça tout le monde est content, ou tout le monde n'est pas content, nous allons pouvoir en parler. À mes côtés, justement pour en parler, Dominique Dequitte, KBL Richelieu. Bonjour Dominique. Bonjour. Et Olivier Droyer de Cogefi et qui revient parmi nous. Bonjour. Bien, alors messieurs, peut-être actualité d'abord. Alors, on a l'impression qu'il y a un petit combat, c'est que les résultats des entreprises américaines ne sont pas trop mauvais, avec des statistiques économiques qui sont assez mauvaises. Est-ce qu'on a une inflexion du cycle qui est en train de se préparer et est-ce qu'il faut s'y préparer boursièrement? Dominique. À mon point de vue, le cycle aux États-Unis est en train de repartir. On voit que l'immobilier résidentiel s'est plutôt stabilisé et donc avec des niveaux de chômage qui eux aussi ont tendance à baisser, même si au niveau de la masse globale, c'est plutôt des sorties du marché de l'emploi plutôt que réellement de vraies créations d'emplois qui sont en cours. On voit que l'immobilier commercial, lui aussi, commence à se stabiliser un peu. Donc, ce qui voudrait dire que les conditions de financement aux États-Unis sont globalement un peu meilleures. Maintenant, on a eu un tel momentum sur les statistiques aux États-Unis en fin d'année dernière et en début d'année qu'on ait un petit regain, une petite baisse de momentum sur les prochains mois. Ça ne serait pas extrêmement étonnant. Donc, comme vous dites, un cycle qui est plutôt en train de redémarrer avec la question pendante autour du déficit budgétaire, mais ça c'est une question pendante jusqu'à la fin de l'année et au moins après les élections, et des résultats qui étaient plutôt dans la fourchette basse. Les attentes des analystes avaient été plutôt dans des fourchettes basses, donc des résultats qui peuvent être battus. Olivier, vous achetez ça? Oui, moi je suis assez d'accord. Je crois qu'effectivement c'est plus un problème de momentum, de surprise macro, c'est-à-dire qu'effectivement on a été soutenu par des bonnes surprises qui ont alimenté le marché, mais les données actuelles restent parfaitement compatibles avec ce qui est, à notre avis, la norme de croissance américaine pour les années qui viennent à 2% plus. 2% plus, et à 2% plus, les marchés qui ont pas mal rattrapé quand même, quand le Nasdaq fait encore, malgré ça, la baisse, 13% depuis le début de l'année. Oh, les valorisations ne sont pas excessives. Aujourd'hui, le S&P se paye de l'ordre de 13 fois. C'est quand même en dessous des moyennes historiques. Donc effectivement, il y a des risques, mais à côté de ça, les entreprises n'ont jamais été aussi saines en termes de bilan. Les taux sont extrêmement bas, même si c'est en partie artificiel. Donc je crois qu'il n'y a rien d'excessif dans les valorisations. Alors, la question, une question d'Éric sur le ralentissement de la croissance. Ralentissement de la croissance, il y a toujours croissance quand même, plus de 8% en Chine. Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur un cycle mondial qui irait moins vite et qui finirait par taper un peu tout le monde? Écoutez, sur la Chine, il y a deux aspects. Il y a l'aspect consommation et il y a l'aspect industriel. Bon, sur l'aspect industriel, on peut avoir quelques inquiétudes parce qu'effectivement, ils ont quand même une très forte croissance depuis de nombreuses années maintenant, grâce à l'exportation d'une part et grâce à l'immobilier d'autre part. Alors, ils ont pris des mesures pour préempter les bulles immobilières, donc forcément ça ralentit, c'était un peu volontaire. Bon, sur l'aspect industriel, la conjoncture en Europe ne les aide pas, les salaires ont monté, donc la compétitivité se dégrade un peu. Donc je suis quand même plus réservé sur la partie industrielle cyclique. Par contre, je pense que le mouvement vers la consommation est un mouvement de long terme. Bon, maintenant, toute la question en Chine va être de savoir si, compte tenu des données actuelles, les autorités monétaires pourraient être un peu plus accommodantes dans les mois à venir. En théorie, elles devraient l'être, mais en même temps, il y a une transition électorale, électorale c'est un bien grand mot, mais une transition de gouvernement en Chine cette année qui peut peut-être brouiller un peu le paysage habituel. Donc, un peu de prudence sur certains secteurs, notamment cycliques. D'une manière générale, est-ce que, après finalement le Brésil aussi, un peu l'Inde, est-ce que le moteur de la croissance mondiale n'est pas en train, non pas de se gripper, mais de passer une vitesse inférieure? Non, je crois que en fait, le problème, c'est qu'on est allé un peu vite en besogne pour penser qu'il pouvait y avoir un shift, une transformation du business model, à savoir les exports et la consommation intérieure. Alors, avec deux limites. D'abord, la consommation intérieure, il faut le développement de la classe moyenne et que tout ça se mette en place
en étant en contradiction avec la bulle immobilière qui était en train de s'éclairer de toutes parts, que ce soit en Chine ou au Brésil. Ça, c'est le premier point. Et donc des autorités monétaires qui avaient veillé à ce qu'il y ait une inflation qui reste soutenue. Et puis les phénomènes de prix. On sait que les prix à l'export sont différents des prix internes. Donc la profitabilité des entreprises est certainement impactée d'une concurrence qui est extrêmement forte en Chine sur le bas milieu de gamme. Oui. Donc il y a des entreprises Mais alors, qui ne sont pas nécessairement la question, très c'est est-ce profitables. qu'on arrive à ce risque de crise de croissance, c'est-à-dire une crise d'excédent de capacité dans l'industrie et de bilan bancaire, si on peut parler de bilan bancaire là-bas, un peu difficile. Non, parce qu'on voit bien que le relais est pris par les États-Unis qui continuent d'être consommateurs. L'Europe, si on a une stabilisation de la dans la récession, une récession qui sera plus faible, une consommation qui reste plutôt soutenue. Donc le moteur de la consommation dans les pays riches reste bien là. Le moteur de la consommation est en train de se mettre en place dans ces pays développés, en développement. Donc je ne pense pas une cassure. La cassure, on le voit bien aujourd'hui, elle s'effectue au niveau des monnaies en fait. On est dans une guerre monétaire plutôt que dans une guerre de produits. Et Olivier, vous ne pensez pas qu'il va y avoir une réaction chinoise, effectivement, qui va plutôt un remède qui va permettre en fait à tout le monde de prendre de la respiration? En théorie, oui, mais il y a quand même le bémol de ce contexte politique. On a vu qu'il y a certains leaders qui ont été plus ou moins mis de côté, emprisonnés ou autres. Donc ça brouille un peu ce qu'on peut faire comme prévision, mais en principe, oui. Bien, une autre question. Alors là, on revient en Europe, adjudications italiennes qui ont vu le taux d'emprunt monter en flèche, presque suite aux tensions sur la dette espagnole, ce qui est un peu paradoxal compte tenu de la très grande différence entre les deux pays. Est-ce que c'est un round d'abord avant le post-électoral, quel que soit le résultat des élections en France? Je pense pas. Je pense que de toute façon, on peut avoir des tensions sur les taux obligataires en France. On les a déjà eus d'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui un spread avec l'Allemagne qui est à 130, qui est autour de 130. Donc les tensions sont déjà là. Mais d'abord la situation Espagne-Italie est très différente. L'Espagne est dans une situation qui est tout de même bien plus difficile que celle de l'Italie. Donc déjà, on a vu une inversion sur les taux obligataires italiens et espagnols, puisque les taux obligataires espagnols aujourd'hui sont supérieurs aux taux italiens, alors que durant toute l'année 2011, on était globalement en dessous. On voit bien que l'exécution budgétaire en Espagne va être difficile à réaliser. 5,3% de déficit budgétaire sont les prévisions, et c'est au-delà des prévisions des fourchettes données par l'Union européenne, mais les 3% vont être les 5,3% vont être difficiles à réaliser. On a aujourd'hui une situation immobilière qui reste tendue, avec des impairments à passer en 2012. Ça, c'est une situation qui est bien connue, mais le montant lui-même reste une inconnue. Et puis, on a, somme toute, au niveau social, un chômage qui est extrêmement élevé, même si cela traduit sans doute une économie souterraine qui s'est à nouveau développée. La croissance européenne plombée par tous ces plans. On se rend compte que dans les pays qui ont vraiment des déficits abyssaux, où on dit aux gens finalement il faut pendant 5-6 ans plus faire de l'austérité, c'est quand même un peu difficile. Ça passe pas très bien. C'est pas que ça passe pas très bien, c'est que ça n'a absolument aucune chance de passer. Donc le problème, c'est autant en Italie on peut dire serrez-vous la ceinture pendant 2 ans, en plus on prend des mesures structurelles, donc ça ira mieux dès la mi-2013 à mon avis. Mais en Espagne, effectivement, c'est compliqué. Donc il faut que l'Europe arrive à trouver un message qui dit on continue à ajuster finalement les déficits, mais en même temps, focalisons-nous aussi un peu sur la croissance, sans forcément faire plus de déficits, mais en ayant une vraie réflexion de comment stimuler la croissance. La croissance européenne, elle est plombée ou elle n'est pas plombée finalement par le bluff allemand qui est évidemment un bluff total, puisque si les autres pays s'écroulent, ils s'écroulent aussi. Mais pour l'instant, la croissance européenne, elle est atone, on est dans une récession légère, on est stabilisé à un point bas en Europe, mais au fond, il n'y a pas eu d'évolution depuis le début de l'année. Finalement, globalement, on a une certaine stabilisation, mais aussi bien dans la hausse que dans la baisse des marchés qu'on a connue depuis 3 mois, ou un peu plus.
rien n'a vraiment changé. Les données sont restées assez stables. Pour l'instant, évidemment, sur l'année 2012, il est exclu qu'on ait une croissance en Europe qui puisse être soutenue. Bon, donc la question, c'est plutôt la sortie de crise et à partir de 2013. Mais il va falloir essayer de trouver, pour certains pays en tout cas, des formules permettant de relancer la croissance. Un dernier point d'actualité, immobilier. Donc, on a enfin une baisse, c'est-à-dire que tous les spécialistes depuis 15 ans annoncent que ça va bientôt baisser. Donc, ils ont eu raison. 2% de baisse au premier trimestre de l'immobilier français. Dominique de Quitte. Oui, c'est que 2%. Oui, c'est que donc, 2%. je lisais hier soir les niveaux du mètre carré à Paris. Dans le 6e arrondissement, on est encore à 13 500 € du mètre carré. Et ce sont des Italiens qui achètent en général. Même si on est en baisse de 2%. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui me semble le plus important, c'est que d'abord, le niveau des transactions est en train de baisser fortement, puisque sur le mois de mars, on parlait d'une baisse de l'ordre de 17% des transactions dans Paris intramuros. Deuxièmement, les banques aujourd'hui sont en train de repricer leur crédit, et donc parce qu'elles évaluent beaucoup mieux le risque, elles évaluent le risque autrement, disons. Oui, le surpondère. Dans le repricing, elles diminuent la durée des emprunts. Donc, entre guillemets, elles sortent les primo-accédants. Il y a quand même un potentiel de baisse. Donc, il y a un potentiel de baisse, mais on reste sur la même problématique de l'offre, en fait. Oui, c'est qu'on ne construit pas. De toute façon, en France, c'est spécial. Olivier, dernier point d'actualité, Instagram, $1 milliard pour une société sans chiffre d'affaires. Je ne vous demande pas s'il faut acheter Instagram ou s'il faut acheter Facebook. Est-ce que le secteur redevient à jouer? Est-ce qu'il y a des histoires à jouer partout, y compris sur des petites affaires en France? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut reconnaître que... je ne vous demande pas de nous donner une société à $1 milliard qui a zéro chiffre d'affaires. Non, mais il y a énormément de choses qui se passent dans la technologie, il y a pas mal de mutations, il y a toute la mobilité qui effectivement tire beaucoup la croissance, mais malheureusement, on manque quand même de sociétés en Europe. Globalement, souvent, ces sociétés sont américaines ou asiatiques, les Européens sont très à la traîne, les leaders mondiaux technologiques depuis des années sont quand même américains. Donc oui, on peut avoir des petites pépites, des petites niches, il y a des petites sociétés qui profitent de la croissance de tous ces domaines, qui savent surfer dessus. Après, il peut y avoir quelques sociétés dans le hardware technologique, comme ASML aux Pays-Bas, qui quelque part profitent de l'investissement qu'il y a derrière, mais c'est vrai que ce genre d'histoire est malheureusement beaucoup trop rare en Europe. Bon, séquence question. Alors, L'Oréal décolle. Aujourd'hui, dans une bourse qui baisse, L'Oréal monte. Est-ce que c'est la preuve qu'il faut miser sur les sociétés ayant de fortes activités à l'international et dans les zones dites de croissance? Dominique? Oui, on est toujours dans la même question, à la question autour du luxe, puisque L'Oréal a une partie luxe sur lesquelles il surfe, et les chiffres d'ailleurs du premier trimestre étaient plutôt bons. Deuxième point, les États-Unis, la consommation aux États-Unis qui était un peu meilleure, et la consommation sur les émergents. Donc, vous achetez L'Oréal? Nous, on n'est plus acheteurs, on en a et on les garde. Je suis dans la même logique. Voilà. Et vous préférez un Essilor ou c'est pareil pour vous? C'est pareil, c'est du même... Essilor est magnifique, mais en termes de valorisation, il y a même encore moins de place aujourd'hui, alors que sur L'Oréal, dans l'absolu, il pourrait y avoir encore un peu de place. Bien. Autre question, Eric. L'image de Total est sérieusement écornée. Va-t-il résister à court terme, Olivier? Écoutez, sérieusement, je crois qu'on n'en parle pas tant que ça finalement de cette affaire. L'avantage, c'est que le gaz, contrairement au pétrole, ça ne se voit pas. Donc effectivement, on peut se sentir. Oui, mais on ne nous montre pas psychologiquement les images d'oiseaux mazoutés. Elle fait beaucoup de mal dans l'affaire Macondo. Je crois que ça n'a rien de comparable. Les chances maintenant d'explosion sont réduites. Maintenant, ça a un coût. Ça va continuer à peser en arrière-plan sur le cours de Total sans que ce soit non plus un événement. Mais est-ce que Total, Dominique, ce n'est pas une valeur qui évolue plus en fonction des idées des chartistes, des analystes techniques sur le CAC 40 qu'une valeur qui va sur ses fondamentaux? Certainement, quand on pèse près de 14% du CAC 40 et qu'on est vendu avec l'indice aussi bien qu'acheté, c'est certainement un élément. Donc c'est peut-être la pétrolière la plus à éviter parce que c'est celle qui paie le plus lourd dans son propre indice. Sans doute, oui. C'est quoi, ça peut être enfin, il faut revenir au simple événement d'hier avec Royal Dutch, où en fait une légère nappe un léger voile de pétrole a été signalé entre deux plateformes, ce qui a fait baisser Royal Dutch. Il faut imaginer la taille de Royal Dutch de près de 5% sur une simple nouvelle comme quoi Royal Dutch prévenait les autorités américaines, envoyait un bateau pour constater,
Et la nouvelle était que la nappe de pétrole représentait à peu près 10 barils de pétrole, l'équivalent de 10 barils de pétrole. Donc, et aujourd'hui, Air Royal Dutch a rattrapé son retard d'hier et est à la hausse dans un marché en baisse. Donc oui. Donc on voit bien une forte nervosité et les événements sur Total, sur BP, sur Chevron n'ont fait qu'amener un peu plus de volatilité sur les compagnies. Alors Olivier, à l'inverse de L'Oréal, aujourd'hui Capgemini dérouille suite aux difficultés d'un de ses concurrents confrères en Inde. Oui. C'est un leader qui se paye bien, mais est-ce qu'il faut abandonner le secteur? Parce que dans le même temps, on voit qu'Atos est dans les plus fortes hausses, par exemple aujourd'hui. Oui, alors ils ont un positionnement qui est un peu différent. Mais bon, Capgemini avait bien monté depuis le début de l'année. C'est partie de ces valeurs où, à un moment donné, beaucoup d'investisseurs pensaient qu'ils auraient des décroissances sur 2012. Et puis finalement, on s'est rendu compte que le contexte n'était peut-être pas extraordinaire, mais qu'il était quand même décent. Maintenant, par rapport aux perspectives à court terme, je trouve que le titre est relativement à son prix. Par contre, c'est vrai que c'est un secteur qui, même s'il n'est pas forcément le plus passionnant, il y a beaucoup de petites sociétés de grande qualité qui aujourd'hui valent 4-5 fois le résultat d'exploitation. Vous en avez une? Oui, sociétés comme Osiatis ou Neuron, par exemple, sont des travailleurs de sociétés qui se payent 4-5 fois le résultat d'exploitation et qui ont des performances financières de grande qualité. Question encore. Politique quand même. Pourrait-il y avoir du remue-ménage à la tête d'EDF après les élections? Est-ce qu'on peut jouer le titre, Dominique? Non, ouais, je ne joue pas le titre parce que j'ai le sentiment que le secteur des utilities en Europe, et notamment dans l'électricité, reste un secteur difficile. C'est un secteur qui n'est pas délocalisable, donc c'est un secteur sur lequel on aura encore des taxes qui vont venir s'ajouter. Et puis c'est un secteur sur lequel les prix sont restent extrêmement régulés. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller... Même si on est au plus bas historique et qu'on voit certains acteurs jouer un éventuel départ du président, etc. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant et on voit bien que les faux départs sur les utilities ont été nombreux depuis quelques années. Mais que ce soit finalement EDF, Ion, GDF Suez, absolument, ils sont tous la même ancienne. Et on est sans cesse en faux départ parce qu'on veut à chaque fois acheter des valeurs qui se payent relativement peu cher, qui offre de beaux dividendes, etc. Mais qui est un secteur structurellement déclinant pour l'instant. Olivier, c'est la distribution. Donc Carrefour a publié un chiffre d'affaires quand même décevant, mais bon, qui traduit ce que vous disiez, quelque chose d'atone en Europe et notamment en France pour ce qui les concerne. C'est un secteur qu'il faut totalement abandonner? Non, nous on aime bien Casino pour son positionnement notamment dans les émergents, sa belle stratégie au Brésil. Parce qu'il faut quand même voir que le Brésil dans les émergents, dans le secteur de la distribution, est quand même un pays particulièrement intéressant parce que c'est à la fois un pays émergent mais un pays suffisamment mature pour que la distribution soit structurée. Parce qu'il y a des pays émergents aujourd'hui où il y a plein d'acteurs qui veulent prendre des parts de marché et donc on se lance dans une guerre des prix et c'est compliqué d'arriver à gagner sa vie. Le Brésil est un pays dans lequel la distribution est quand même déjà structurée. Donc il y a à la fois la croissance et en même temps il y a un minimum de discipline pour arriver à générer une belle rentabilité. Casino. Dernière question, l'avertissement de Nokia, les marchés brûlent ce qu'ils ont adoré, comme Clovis. Exactement, même en gardant une position de quasi-leader mondial. On voit bien que Nokia se fait attaquer sur tous les fronts. Le premium avec Samsung et Apple qui lui taillent des parts de marché. Et puis dans le bas de gamme, dans les pays émergents, qui était l'une des grandes forces de Nokia sur ces dernières années, qui est attaqué par les acteurs chinois et les acteurs émergents. Donc des rentabilités qui ne sont même plus des rentabilités d'ailleurs, puisque Nokia fera des pertes cette année. Une situation de cash qui a tendance à se rétracter, puisqu'on était sur des niveaux de 7 à 8 milliards de cash. On n'essaye pas d'attraper le couteau qui tombe. Non, je pense que... surtout dans la technologie. Dans la technologie, c'est vrai qu'il faut surtout pas... Autant dans d'autres secteurs, à un moment donné, il y a l'aspect valorisation qui joue, mais dans la technologie, il faut jouer les gagnants. Et je pense qu'ils ont fait quand même une erreur en s'associant avec Microsoft, parce que Microsoft est un peu dans le même syndrome que Nokia, c'est-à-dire l'étoile qui brillait il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui garde des positions confortables, mais est quand même plus attaquée. Dans ces cas-là, ils auraient mieux fait de choisir un partenaire qui soit plus jeune, plus dynamique, plus en croissance. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pris le meilleur choix. Juste pour revenir au sujet précédent, il vaut mieux attraper aujourd'hui Carrefour, qui lui a une valeur intrinsèque beaucoup plus forte, que d'attraper Nokia, même si on a 5 milliards de cash au bilan. En fait.
Bien, une question donc, qui nous fait la transition avec le point stratégie. La correction de la bourse est-elle plus qu'une correction, mais un vrai retournement de tendance Olivier? C'est-à-dire que c'est difficile à dire. En fait, il faut faire la part des choses. En fait, quand on regarde les marchés mondiaux qui, quelque part, sont représentés assez bien par les indices américains, ils ont fait une petite consolidation saine après une forte hausse depuis le mois de septembre-octobre. Donc finalement, tout ça est tout à fait sain et tout à fait logique. Et je dirais que si on veut parler un peu de manière analyse technique, retracement, etc., c'est plus là-dessus qu'il faut regarder les grandes tendances mondiales. Et là-dessus, il n'y a rien de particulièrement inquiétant dans le contexte de croissance avec américaine. beaucoup de volatilité, hein, surtout. Oui et non, parce que quand on regarde la volatilité sur le long terme, hein, la volatilité a beaucoup baissé. On est maintenant en dessous de 20 sur l'indice VIX, qui est tout de même un indice qui a été remonté durant les périodes 2008-2009 à près de 40, au-delà de même jusqu'à 60, il me semble. Donc on a une volatilité qui a pas mal baissé. On a des niveaux de valorisation qui sont acceptables. Donc plutôt dans une phase à plat. À court terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne les portefeuilles, il y a une rotation, on est plutôt acheteur? Déjà, il y a la question de l'Europe dans tout ça, parce qu'effectivement, j'ai commencé par les États-Unis. Mais derrière, ce qui est surprenant, ce n'est pas la petite consolidation américaine, c'est l'ampleur du décrochage relatif de l'Europe. Exactement. Et qui est quand même probablement largement explicable ou expliqué par le contexte électoral. Contexte français, certainement, c'est quand même un des pays importants en Europe. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs internationaux aujourd'hui qui disent « moi, j'attends les élections françaises avant de me remettre un sou en Europe ». Donc, quelque part… que le concept que l'électoral joue et que ce n'est pas uniquement une différence de… Non, parce que finalement sur l'Espagne, on savait qu'ils étaient au-dessus de 8% de déficit déjà le 1er janvier, ça n'a pas empêché les marchés de monter. Quelque part, il n'y a rien de très nouveau. Donc je pense que dans le sentiment, pas mal d'internationaux se sont dit « Oula, moi je vais attendre de laisser passer les élections en France, peut-être même aussi en Grèce, et puis après ça, on verra s'il faut finalement Dominique, revenir. » Est-ce que les investisseurs, finalement, ce qu'on appelle les marchés, c'est l'épargne américaine et l'épargne japonaise, se disent pas on connaît ça alors qu'en Europe, ça devient exotique? Alors, je pense que durant ces 2 dernières années, les investisseurs internationaux, américains et émergents n'étaient pas revenus en Europe parce que c'était le bazar et à cause de la dette souveraine, etc. En début d'année, il semblerait qu'on ait eu un tout petit mouvement de réallocation pour des raisons d'opportunité. Et il est clair que le contexte électoral et le retour à une certaine fébrilité sur la dette espagnole et la dette italienne ont amené des dégagements. Ça va durer? On va continuer à avoir une Amérique qui se défend plutôt pas mal, avec un dollar qui se défend également plutôt pas mal, et une Europe qui faiblit? On a toujours, depuis maintenant 20 ans, une Europe qui n'arrive pas à avaler des valeurs de croissance, comme on disait auparavant, et donc qui est toujours en retrait par rapport aux indices américains qui, eux, bénéficient d'un pôle de croissance qui est plus élevé. Donc il suffit de voir l'évolution d'Apple pour assimiler le Nasdaq à Apple ou le Apple au Nasdaq et aussi une considération américaine en fait. C'est mieux qu'assimiler le CAC 40 à la BNP et à la Société Générale, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Donc, stratégie, les secteurs que vous prendriez pour profiter finalement du retour de papier aujourd'hui, Olivier? Ça dépend un peu dans une logique à très court terme, il y a des titres comme Saint-Gobain plutôt cycliques qui ont été quand même bien massacrés et qui aujourd'hui sont sous-valorisés. Maintenant, si on se projette un peu plus loin que ça, nous, on reste convaincus qu'il faut être largement positionné sur des sociétés qui sont bien exposées à la croissance mondiale et qui ont des rentabilités régulières et une création de valeur durable. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure des L'Oréal, des LVMH, des PPR, des Publicis dont je parlerai après. Ce genre de sociétés bien exposées à la croissance internationale et de qualité restent les sociétés à avoir en portefeuille dans un petit moyen terme, même si à court terme, il y a sans doute des excès sur les titres plus cycliques. Dominique? Même tendance à savoir la qualité, c'est la qualité qui prime dans le pricing power. Mondial et pricing power. Et puis après, on voit. Mais c'est le lieu de l'industrie, parce qu'un titre comme Michelin, il est mondial, il a du pricing power, par exemple. Oui, mais la performance de Michelin n'est pas si. Elle est très bonne. Donc, c'est pas LVMH, mais. Et on voit bien que historiquement, le prix de Michelin est à des niveaux historiquement bas, en fait. Parce qu'ils ont fait un gros travail sur l'internationalisation, ils ont fait un gros travail sur le développement du premium
Et là, il continue vers le développement du milieu de gamme. Donc, c'est une vraie opportunité. Bien. Question, juste deux questions. Volkswagen annonce des ventes records à l'international pendant que Peugeot annonce des fermetures d'usines. Que jouer dans le secteur automobile? Point d'interrogation. Les équipementiers, point d'interrogation. Olivier? Les équipementiers, en général, sont assez bien placés auprès des constructeurs allemands. Ils bénéficient de la dynamique du marché américain. Donc aujourd'hui, les équipementiers sont toujours à privilégier. Ils ont réussi à améliorer durablement leur rentabilité. Alors finalement, les marchés ne leur ont pas tenu tellement grâce de ça, puisque aujourd'hui, en termes de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on voit la même chose sur la plupart des équipementiers avec des marges à 6-7% que quand les marges étaient à 3%. Oui, bon, voilà. Après, on peut éventuellement tenter un peu de spéculation sur Peugeot. Il est évident que le contexte... Alors, on ne comprend pas très bien ce qu'ils vont faire avec General Motors. L'histoire General Motors, à la limite, ça ne va pas produire de fruits avant 2015 ou 2016. Oui. Donc à court terme, c'est assez secondaire finalement. Ça a plutôt mis du brouillard sur la route que... Oui, sauf que du coup, ils ont levé de l'argent et que finalement, à court terme, c'est plutôt rassurant. Bon, mais c'est surtout qu'à un moment donné, le paysage concurrentiel du secteur moyenne gamme en Europe ne peut pas rester comme ça et qu'il y ait des fermetures d'usines, il y en aura. Donc dans un contexte post-électoral, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais sur des valorisations aussi basses, bon, je pense quand même que la 208 devrait améliorer les résultats de Peugeot. Donc, Dominique, équipementier. Boursièrement, les constructeurs de masse, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis les équipementiers, effectivement, leur business model a changé après la crise de 2008 parce que ils ont pris une place qui était beaucoup plus importante auprès des constructeurs. Et en plus, ils ont diversifié leur carnet. Donc, exposition à l'Allemagne, exposition aux émergents. Moi, j'aime bien Faurecia parce que je trouve qu'on est dans une phase de décollage de la rentabilité et puis une internationalisation qui se fait à marche forcée. Bien, alors on arrive à la fin de l'émission, un peu de concret. Concept, une grande valeur, un jockey. On commence par les concepts. Concept, je sais pas, moi, en tout cas... Vous restez sur les valeurs internationales. Moi, je reste sur les valeurs internationales, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, de qualité, donc capable de créer de la valeur avec une rentabilité des capitaux investis durablement supérieure au coût du capital. Donc, effectivement, c'est toutes les valeurs dont on a déjà parlé, mais ça reste pour moi ce type de valeur qu'il faut privilégier à moyen terme. Dominique? Bon, comme concept, il y a l'efficience énergétique, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, avec une énergie qui coûte effectivement de plus en plus cher, on a un besoin d'aller vers l'efficience énergétique. Alors, on parlait de Saint-Gobain qui est peu cher et qui en plus offre l'ouverture vers cette efficience énergétique. En Europe, on a des sociétés comme Rockwool, on a des sociétés comme Kingspan qui se payent relativement cher mais qui ont eu un boulevard de croissance devant elles. On a toujours les services pétroliers. Donc et l'incident d'hier prouve que les besoins de sécurité, etc., vont être renforcés. Ils peuvent renforcer leurs tarifs. Les régulateurs, et en plus, on est dans une phase d'ascendance de cycle d'investissement. C'est pas très bon pour les pétroliers d'ailleurs, soit dit en passant. Absolument. Et puis après, les éternelles valeurs de gain de productivité, on parlait des services informatiques, du software qui sont des concepts à jouer. En fait. Bon, une grande valeur, Dominique, ou une deux. Une grande valeur Accor, même si Accor est essentiellement européen. C'est européen, c'est du cycle. C'est du cycle. Et on voit bien que, en fait, en fin d'année dernière, on s'était, entre guillemets, fait peur sur les revenus par chambre, que, en fait, les taux d'occupation tiennent bien, que les prix tiennent aussi correctement. Donc, on a une légère inflexion depuis le début de l'année négative, mais on peut avoir un redémarrage du cycle. On a une nouvelle direction qui est beaucoup plus préoccupée par le retour sur les capitaux employés et des ventes d'actifs immobiliers. Donc tout ça, le cocktail fait une valeur qui peut surprendre positivement en fait. C'est bien, c'est assez contrariant. Non, moi j'ai failli la citer, ça faisait partie des valeurs sur lesquelles Et effectivement, en plus de ça, il y a quand même... C'est domestique en Europe, mais le tourisme aussi est lié à l'émergence d'une classe moyenne dans certains pays émergents. Mais non, mais je vais parler de Publicis.
le numéro 2 mondial de la publicité. Je trouve que globalement, les performances financières sont d'excellente qualité dans le secteur depuis quelques années et que les marchés n'en ont pas tenu compte, puisqu'aujourd'hui, Publicis comme le secteur, mais c'est quand même un des meilleurs élèves du secteur de par son positionnement très fort dans les pays émergents, près de 30% du chiffre d'affaires, son positionnement de leader dans le numérique avec ses accords avec Google, les rachats aux États-Unis, notamment de Razorfish. Et je pense que le marché n'a pas tenu compte de ça, puisque finalement, il y a des croissances qui sont très comparables en organique aux sociétés de biens de consommation, de produits de soins, enfin ce qu'on appelle HPC, etc., pour des variations beaucoup plus faibles. Ça vaut jamais que 8 fois le résultat d'exploitation de l'année 2012, avec des niveaux de free cash flow yield de l'ordre de 11%, ce qui est très élevé, alors que la plupart des sociétés du secteur à la fois food ou biens de consommation sont autour de 12 fois le résultat d'exploitation. Oui, la cyclicité qu'on attribue toujours à la pub ne joue pas plus que par rapport à ses clients, c'est ça que vous nous dites. Ce que je veux dire, c'est que c'est à peine plus cyclique que ses clients et que finalement, même dans un contexte, c'est beaucoup moins cher, ça génère énormément de cash et même dans un contexte finalement de croissance assez faible dans les pays développés, des bons positionnements sur le numérique permettent d'avoir une croissance quand même. Un joker, rapidement. Alors Biomérieux, c'est une belle valeur, une valeur de grande qualité, mais qui a souffert ces derniers temps. À cause d'un certain nombre de sujets. L'austérité en Europe a pesé un peu, la consolidation des laboratoires en France. Il faut dire que le chômage américain, à un moment donné, a pesé un petit peu aussi, et puis les atermoiements sur la réforme Obama. Ils n'ont pas toujours été parfaits dans leur communication. Non, néanmoins, c'est quand même une valeur extrêmement solide et qui a vu ses ratios de valorisation baisser fortement, puisqu'on valait quelque chose comme 13 fois le résultat d'exploitation dans les années 2007, 2008. Et aujourd'hui, on ne se paye plus que 9 fois le résultat d'exploitation, donc un de-rating très fort, alors même qu'ils ont un gros programme de nouveaux lancements, de nouveaux produits en 2013, puisque c'est un secteur qui... C'est un secteur qui est quand même un secteur porteur à long terme, et il y a beaucoup de nouveaux projets, un projet avec Philips, le lancement d'une plateforme de biologie moléculaire, donc je pense que le titre devrait retrouver des multiples. Dominique, votre joker. Le joker, c'est Ipsos. Ipsos qui a racheté la partie Aegis l'année dernière, Sinovate. C'est un groupe qui a cru par croissance externe depuis 10 ans, puisque en 2006, on était à 850 millions de chiffre d'affaires. En 2012, on sera à 1,8 milliard. Donc, c'est un management qui a fait ses preuves en termes d'acquisition, qui devrait bien gérer l'acquisition de Sinovate. C'est un métier d'échelle. Donc, plus on grossit, a priori, meilleures seront les marges. Donc, le groupe vise d'ici 2015 des marges qui peuvent gagner jusqu'à 300-400 points. Une équipe de management donc, qui était bien c'est pas très cher. Et ce qui se paye 8,8 fois l'année prochaine, donc après acquisition de Sinovate. Et puis après, toujours un petit aspect spéculatif, parce qu'on sait que des gens comme Publicis peuvent à un moment donné s'intéresser au market research. On sait que ce sont des domaines sur lesquels il y a plus de résistance que dans la publicité traditionnelle et qui sont indispensables aujourd'hui pour les grands groupes en fait. Donc, ça sera le mot de la fin. Biomérieux et Ipsos sont les jokers de nos deux invités. Merci d'avoir été présents dans cette spéciale du vendredi 13, comme je le disais au début. Rendez-vous la semaine prochaine, à l'heure habituelle, jeudi midi. Au revoir.